En 1985, le biologiste chilien Daniel Torres effectuait un recensement des mammifères et recueillait des déchets marins au cap Shiref, en Antarctique. Il s'apprêtait à ramasser un grand conteneur en plastique lorsqu'il remarqua, parmi les pierres volcaniques sombres, une roche d'un blanc éclatant. Ce qu'il prit d'abord pour un simple caillou s'avéra être un crâne humain. Après examen, le docteur Torres découvrit qu'il appartenait à une jeune femme originaire du sud du Chili, probablement âgée d'une vingtaine d'années, et morte de faim entre 1819 et 1895. Plusieurs années plus tard, des chercheurs mirent au jour des fragments de fémur et confirmèrent, grâce à l'analyse ADN, qu'ils provenaient de la même personne. Cette trouvaille pourrait bien bouleverser notre compréhension de l'histoire. Comment un crâne féminin a-t-il pu se retrouver en Antarctique, sur un ancien campement de chasseurs de phoques, alors que les femmes n'accompagnaient pas ces expéditions au début du XIXe siècle? Pour épaissir encore ce mystère, aucune trace d'outils, de documents ou d'objets personnels n'a été retrouvée sur le site. Cela suggère peut-être que des habitants du Chili auraient établi un campement ici, bien avant que d'autres ne posent le pied sur le continent. Des chercheurs ont également mis au jour en Antarctique un fragment de météorite d'une importance exceptionnelle, susceptible de prouver l'existence de la vie sur d'autres planètes. Selon eux, cette roche vieille de plus de 4 milliards d'années proviendrait directement de Mars. En 1996, des scientifiques de la NASA annoncèrent avoir identifié à sa surface des marques chimiques singulières, peut-être laissées par d'anciens organismes martiens. Cependant, cette hypothèse fut rapidement contestée. Des analyses ultérieures montrèrent que les composés riches en carbone qu'elle contenait n'étaient sans doute pas d'origine biologique. Jadis, alors que Mars était une planète bien plus humide, d'énormes roches spatiales y provoquèrent de violentes collisions, générant une chaleur extrême et remodelant son relief. La météorite antarctique aurait survécu à 2 de ces impacts avant qu'un troisième ne la propulse dans l'espace. Alors qu'elle se trouvait encore sur Mars, de l'eau s'infiltrait à travers de fines fissures de sa surface, laissant derrière elle de curieuses bulles de carbone que les scientifiques prirent d'abord pour les vestiges d'une vie ancienne. Les chercheurs récupèrent davantage de roches venues de l'espace en Antarctique que partout ailleurs sur la planète, mais on ne s'attend guère à y croiser une pyramide, n'est-ce pas? À vrai dire, cet objet n'en est pas une. Il s'agit simplement d'une montagne dont la forme évoque une pyramide. Vous pouvez d'ailleurs la localiser aisément sur Google Maps, dans la région des monts Ellsworth, la plus haute chaîne de montagnes du continent, qui s'étire sur près de 400 km. Les explorateurs de l'expédition antarctique britannique, menée entre 1911 et 1913, furent les premiers à remarquer cette montagne au profil singulier et la baptisèrent la pyramide. Au cours des 100 dernières années, beaucoup se sont demandé s'il pouvait réellement exister une pyramide en Antarctique, et, le cas échéant, qui aurait pu l'ériger. Mais les scientifiques ont dissipé cet espoir glacial en expliquant qu'il n'y avait là rien d'extraordinaire. Il est tout à fait naturel qu'un pic rocheux émerge de la couche de glace. Ce relief et son voisin ne doivent leur forme pyramidale qu'à un simple hasard géologique. Des chercheurs de l'Université du Colorado ont par ailleurs découvert, près du parc national de Yellowstone, un outil de chasse vieux de 10 000 ans. Enfoui dans la glace, il a refait surface à mesure que les températures se réchauffaient. Les scientifiques ont gardé cette trouvaille secrète pendant une année entière, souhaitant publier leurs conclusions dans une revue spécialisée, avant que des archéologues amateurs ne viennent perturber le site. Cette sagaie, longue d'environ 1 mètre, a été façonnée dans du bois de bouleau et porte encore des marques attestant qu'elle appartenait à un chasseur préhistorique. À l'époque, elle était munie d'une pointe acérée à une extrémité, tandis que l'autre présentait une légère cavité, destinée à s'emboîter sur le crochet d'un outil particulier, l'atlatl. Cet instrument permettait aux chasseurs de propulser la sagaie bien plus vite et plus loin qu'à la seule force du bras, une véritable prouesse technique pour l'époque. Les chercheurs affirment qu'à mesure que la glace continue de fondre, ils découvrent encore d'anciens outils, des végétaux, et même des restes d'animaux en Alaska, au Canada et en Europe. Ils prévoient de se rendre au Parc national des glaciers, dans le Montana, afin de collaborer avec les tribus amérindiennes pour retrouver et préserver d'autres vestiges que la glace aurait pu conserver pendant des millénaires. Les paléontologues ont mis au jour en Antarctique une découverte stupéfiante.
Les restes d'une créature rappelant étrangement le légendaire monstre du Loch Ness. L'animal en question était un plésiosaure, un reptile marin ayant vécu à l'époque des dinosaures. Cette imposante créature possédait 4 nageoires, un cou démesurément long et atteignait environ 11 mètres de la tête à la queue, soit la taille d'un grand poteau téléphonique. Ce spécimen, appartenant au groupe des Elasmosauridés, s'avéra être le plus grand jamais identifié par les chercheurs. Sa masse, estimée à 15 tonnes, équivalait à celle de 2 éléphants modernes. Les premiers fossiles furent découverts en 1989 sur l'île Seymour. Mais l'extraction complète du squelette s'avéra d'une complexité extrême. La roche était si dure et l'animal si massif qu'il fallut 3 nouvelles expéditions, en 2005, 2012 et 2017, pour en venir à bout. Au total, les chercheurs rapportèrent près de 800 kg d'os fossilisés au laboratoire. L'examen des vertèbres révéla qu'elles étaient soudées entre elles, signe que le plésiosaure était un adulte pleinement formé. Selon leurs analyses, il aurait vécu environ 30 000 ans avant l'extinction massive qui mit fin au règne des dinosaures, survenu il y a 66 millions d'années. En mai 1845, le capitaine John Franklin quitta l'Angleterre à la tête de 133 hommes et de 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror. Leur mission consistait à trouver le passage du Nord-Ouest, une route maritime destinée à relier plus rapidement l'Europe à l'Asie. Les derniers témoins de l'expédition furent les marins à bord de 2 baleiniers croisés en août de la même année. Ensuite, plus personne n'entendit jamais parler d'eux, et leur disparition demeura une énigme pendant près de 170 ans. De nombreuses missions de recherche furent expédiées dans les zones glacées du Nord canadien, y découvrant divers objets abandonnés par l'équipage, ainsi que des récits poignants rapportés par les Inuits locaux. En 1847, une note retrouvée sur l'île du Roi Guillaume, rédigée par un membre de l'expédition, indiquait que les 2 navires étaient prisonniers de la glace. Ce n'est qu'en 2014 que des scientifiques canadiens annoncèrent la découverte de l'épave de l'Erebus au fond de la baie Wilmot and Crampton. 2 ans plus tard, le Terror fut localisé à environ 72 km de là. Malgré le temps écoulé, les 2 bâtiments étaient remarquablement bien conservés. Les archéologues sous-marins examinèrent les cabines et rapportèrent des centaines d'artefacts, permettant enfin de reconstituer avec précision les derniers instants de la tragique expédition Franklin. Un randonneur en montagne fit une découverte singulière en Norvège, dans une zone surnommée Horse Ice Patch, lors de l'été 2019. Intrigué, il transmit aussitôt les coordonnées GPS et les photographies de l'objet à des chercheurs spécialisés dans l'étude de vestiges archéologiques préservés par la glace. Après avoir consulté les prévisions météorologiques, les archéologues comprirent qu'ils ne disposaient que d'une seule journée avant que la neige ne le recouvre définitivement. Ils se hâtèrent donc de récupérer cette sandale avant qu'elle ne disparaisse sous une nouvelle couche de glace, peut-être pour plusieurs années. La datation au radiocarbone révéla que cette chaussure remontait à environ 1700 ans. Outre cette sandale de l'âge du fer, les chercheurs mirent au jour d'autres artefacts, notamment du crottin de cheval figé datant de l'ère viking ainsi que des textiles. L'ensemble de ces trouvailles suggère qu'il existait jadis un ancien itinéraire à travers les montagnes, reliant l'intérieur des terres norvégiennes aux régions côtières.